Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo qui va traiter et qui sera une brève introduction d'Azure Kubernetes Service. Vidéo qui sera la première partie d'une série de 2 vidéos. Il y a beaucoup de choses à dire, donc pour faire une brève introduction, je vais la faire en 2 parties. Et donc l'objectif effectivement, c'est de découvrir ce service dédié à Kubernetes qui tourne dans Azure. Alors c'est un service qu'on peut considérer comme un service moitié PaaS, moitié IaaS, et je vais m'expliquer là-dessus. Euh, eh bien, sur AKS, il y a la notion de sur un cluster Kubernetes, la notion de master et la notion, de worker. Donc les masters, c'est le centre de pilotage, du cluster, et les workers, c'est là où vont tourner en général, les workloads, les applicatifs. Dans, Azure Kubernetes Service, le control plane, c'est-à-dire la zone des masters, est un service managé qu'on maintient en condition opérationnelle et que vous n'avez pas à gérer, qui n'apparaîtra d'ailleurs pas sous la forme de machine virtuelle dans les interfaces. Et puis on a les worker nodes qui eux vont apparaître sous la forme de machines virtuelles ou de VMscale 7, et on va le voir dans le détail. Donc ce control plane est un service managé. C'est les équipes de Microsoft qui font en sorte qu'il tourne toujours et qu'il soit disponible. Et on y accède au travers d'un endpoint. Donc ce sera le fameux endpoint de l'API server, parce que vous le savez, hein, dans Kubernetes, tout va passer par l'API server. Donc ce endpoint peut être public, auquel cas on peut l'ouvrir à tout l'Internet. Il sera authentifié bien entendu, mais du point de vue communication réseau, il peut être ouvert à tout l'Internet, ou on peut, à contrario, le restreindre en utilisant ce qu'on appelle les Authorized IP. Et donc dans les Authorized IP, en fait, on va sécuriser l'accès à l'API server simplement, en gros, en filtrant la liste des adresses IP autorisées à se connecter et envoyer des paquets réseau en fait à ce endpoint API server du control plane manager. Donc ça, c'est une bonne pratique déjà de limiter entre guillemets l'exposition de l'API serveur. Et puis quand on veut pousser le modèle un peu plus loin, on peut utiliser un private cluster. Et donc un private cluster n'aura pas de endpoint public. Il aura un endpoint qui sera privé dans un VNet. Et pour y accéder, du coup, on utilisera une zone DNS privée. Alors en fait, elle peut prendre 3 formes, cette zone DNS privée. Elle peut être système, auquel cas elle sera créée de manière automatique lors de la création du cluster dans le ressource group où il y a les ressources du cluster. Elle peut utiliser les noms publics DNS utilisés normalement par les public endpoints, sauf que là, la résolution va donner une adresse IP interne dans la RFC 1918, généralement. Et puis sinon, si on a déjà une zone privée DNS, on peut également utiliser cette zone-là en la ciblant avec son ressource ID. Donc le private cluster, vraiment, l'idée c'est de ne pas exposer l'API serveur sur une adresse IP publique, mais d'utiliser à la place effectivement une adresse IP interne dans la RFC 1918. Et globalement, l'option va être définie dès l'installation du cluster, où on précisera effectivement qu'on veut un cluster privé. Si on le fait ici par exemple en ligne de commande Azure CLI, ou dans le portail d'Azure directement, on peut avoir également l'option pour faire ça. Donc 2 options, endpoint public, endpoint privé. Là encore, le fait d'exposer publiquement le endpoint de l'API server n'est pas en soi une problématique de sécurité, vu qu'on va voir effectivement qu'il y a différents mécanismes de sécurité qui vont s'appliquer sur cet API server. Néanmoins, il est de bon ton effectivement de se dire, si j'ai pas besoin d'exposer cet API server, dans ce cas-là, autant passer par un private endpoint. Alors, un cluster Kubernetes déployé dans Azure peut être fait avec différentes versions de Kubernetes. Kubernetes est un produit open source qui a une certaine vélocité dans son cycle de release. La vélocité étant telle qu'on a à peu près, historiquement, on avait 4 versions à peu près par an. Désormais, on peut avoir une release à peu près de 3 versions par an, ce qui devrait faire une release à peu près tous les 4 mois. Pas à peu près, tous les 4 mois. Du coup, on ne supporte bien entendu pas toutes les versions de Kubernetes, il y en aurait beaucoup trop. On supporte les dernières et on s'aligne en gros avec le calendrier derrière de la open source et donc du projet Kubernetes. Donc, petit rappel, hein, Kubernetes utilise effectivement du semantic versioning, et donc en gros, on est sur version majeure, mineure et patch. Ce qui évolue aujourd'hui, c'est
surtout, la partie mineure, parce qu'on est toujours sur la 1 quelque chose, dans Kubernetes depuis déjà pas mal de temps, hein. Je rappelle qu'entre chaque version mineure, il y a entre 3 et 4 mois. Historiquement, c'était 3 mois, désormais ça va passer à 4 à partir du calendaire 2022 et donc du coup, c'est cette version-là qui va surtout nous intéresser de savoir qu'est-ce qui est supporté en termes de version mineure. Heu À noter au passage, c'est qu'on introduit, on va introduire prochainement, on vient de l'introduire en preview, la notion d'alias. L'alias, ce sera que quand vous allez installer effectivement une version de Kubernetes, vous ne serez pas obligé de préciser que vous avez la version 1.17.7 ou 1.17.8. Vous pourrez directement, dire: «Installe-moi, la 1.17» et il vous mettra, la release qui est supportée, de manière automatique. Alors, au niveau du support de Kubernetes dans AKS, effectivement, on va supporter, 3 versions mineures, donc à savoir, la dernière, version réalisée qu'on considère GA dans AKS, donc on va dire que c'est la version N et on supporte 2 versions antérieures, donc N-1 et N-2. Heu et en général, la version N, qui est la generally available dans AKS, correspond à la N-1 du projet open source, tout simplement. Donc, on a un tableau qui explique ça plutôt pas mal et je vous mettrai le lien, dans la description de cette vidéo, sur, la mind map que j'utilise avec les liens du coup associés. Mais si je cherche ici, et c'est ça qui m'intéresse, le release candidate, le calendrier des releases, pour Azure Kubernetes Service, eh bien, on voit effectivement, les versions, donc ce qu'on appelle les upstreams, donc les versions de Kubernetes. Les upstreams, ça c'est vraiment le projet open source, donc vous pouvez aller sur le GitHub de Kubernetes et c'est les dates de release, des différentes versions. Donc par exemple, en décembre 2021, la version 1.23, de Kubernetes a été, mis à disposition. Elle est arrivée en preview, en janvier 2022, dans AKS et elle serait en GA en février 2022 dans AKS. Voilà. Et là, vous avez le cycle de vie, c'est-à-dire que quand la version 1.26 va arriver en GA, eh bien, la version 1.23 ne sera plus, supportée dans AKS. Donc on a une fenêtre de tir de 1 an, de support. Donc ça, c'est important de penser effectivement qu'il va falloir faire des montées de version, de Kubernetes pour rester dans la fenêtre de support, du service Azure Kubernetes Service. Donc là, la beauté ou l'intérêt d'avoir un service managé, c'est que les montées de version seront relativement, simplifiées parce qu'on est sur un service managé, donc, il n'y aura pas des choses très compliquées à faire. Sur le control plane, il existe 2 niveaux de SKU ou de licence. Une qui est gratuite, c'est-à-dire que de base, effectivement, quand vous installez un cluster Kubernetes, AKS, on ne vous fait pas payer, les ressources associées au control plane. Par contre, on n'a pas du coup de SLA, on n'a pas de service level agreement, simplement parce qu'un service level agreement, c'est un véhicule contractuel, un engagement contractuel qui dit: «Si on n'assure pas le service, on vous rembourse à hauteur de ce que vous avez payé». C'est assez difficile de rembourser du gratuit, donc du coup, sur le contrôle plane en mode gratuit, on n'a pas de SLA, on a du SLO, donc des service level objectifs, en termes de disponibilité. Si vous voulez néanmoins avoir du SLA et du coup contractuellement avoir également un niveau de disponibilité garanti, supérieur, on peut, passer par l'option Uptime SLA, qui est donc une SKU payante. Alors, elle n'est pas très chère, on doit être à hauteur à peu près de 75 € à peu près par mois et du coup, ça va vous garantir un SLA, de 99-95 sur l'API serveur, le endpoint. Effectivement, nous, on gère le control plane comme un service managé et donc on a un engagement contractuel sur la disponibilité de ce endpoint. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie control plane. Deuxième élément d'un cluster, c'est l'endroit où vont tourner, les workloads, à l'occurrence ici les worker nodes et les worker nodes en fait, sont, des nœuds qui sont attachés, rattachés, au master et quand le master, va définir des ordres, les ordres vont être répercutés localement sur les worker nodes dans ce qu'on appelle les kubelets. Donc le kubelet, c'est un composant de Kubernetes qui est du côté des worker nodes, qui est en gros le représentant légal des masters. Donc, on a 2 notions de kubelet dans Azure Kubernetes, dans AKS. On a soit le virtual kubelet. Le virtual kubelet, en fait, il va exposer un autre service d'Azure comme étant une sorte de nœud virtuel, dans le cluster Kubernetes et donc il va appeler un autre service derrière qui s'appelle, Azure Container Instance. Ça, c'est des usages assez particuliers.
Et donc le virtual kubelet va permettre effectivement d'exposer la plateforme Azure Container Instance comme un nœud virtuel. Donc, du point de vue Kubernetes, ce sera juste une sorte de super nœud. Et tout ça, c'est basé effectivement sur un projet open source qui s'appelle Virtual Kubelet. Si vous voulez un peu plus de détails sur le sujet, effectivement, ça permet de connecter d'autres API, hein, et c'est utilisé pas que chez nous, hein, vous voyez, c'est également utilisé chez d'autres fournisseurs de cloud. Donc, quand on va parler de machines virtuelles ou de kubelets, on va parler dans Kubernetes, dans AKS, de node pool. Donc les node pool, en gros, c'est un ensemble de machines qui partagent le même gabarit en termes de gabarit de machines virtuelles dans Azure. Et donc, un node pool peut avoir soit des machines virtuelles, soit des VMSS, donc des virtual machines scale set, ce qui est généralement la solution retenue désormais. Historiquement, dans un node pool, on avait des machines virtuelles, et puis dès qu'on a commencé à mettre des mécaniques de scaling facilité, voire d'auto-scaling, on est passé au VMSS. Donc désormais, ce sera plutôt des VM Scale Set que vous aurez. D'accord. Ces machines virtuelles ou ces VM Scale Set, derrière, contractuellement, vous allez utiliser soit des machines en paiement Pay as you go, ou on peut utiliser des réservations, ou on peut utiliser également de l'Azure Spot. D'où l'intérêt de pouvoir créer dans un cluster plusieurs node pools. Donc on aura toujours un node pool à minimum, on en aura un, ce sera le node pool système qui va tourner sur Linux, parce que la plupart des composants nécessaires pour faire tourner correctement Kubernetes, c'est du Linux. Et puis on aura un deuxième type de node pool qu'on va pouvoir créer dans le cluster Kubernetes AKS, c'est les node pool user, qui pourront être des node pool Windows, Linux, ou des node pool un peu particuliers qu'on appelle les WASI pour les WebAssembly. Et donc les WASI, ça c'est assez nouveau, c'est les WebAssembly System Interface. Donc ça, ce sont des node pools qui ont des kubelets un peu particuliers. En fait, les kubelets sont des kubelets qui s'appellent des crustlets, des choses qui ont été écrites spécialement pour un usage qui est effectivement de faire exécuter du WebAssembly dans un cluster Kubernetes. Donc là, on est sur quelque chose d'assez spécifique. Et généralement, ce qu'on va surtout trouver, c'est des node pools Linux. On trouve un peu de node pool Windows parce que Windows commence à arriver dans le monde Kubernetes. Les conteneurs Windows sont arrivés en 2016. Mais globalement, aujourd'hui, la majorité quand même des usages vont être des node pools Linux. Alors pourquoi on ferait plusieurs node pools user? Simplement pour séparer, entre guillemets, au sein d'un cluster Kubernetes, les nœuds qui vont faire tourner des composants, on va dire, système ou d'infrastructure, et les composants applicatifs. Pourquoi on fait plusieurs node pools également? On peut faire plusieurs node pools user, parce que en fonction des workloads qu'on va faire tourner ou des microservices, on va pouvoir associer des gabarits de machines virtuelles plus ou moins spécialisés, plus ou moins chers, plus ou moins performants, avec plus ou moins de stockage. Donc on peut se dire par exemple sur un cluster, si on utilise le cluster pour faire de l'entraînement de machine learning ou pour faire de l'inférence, on peut avoir un node pool qui va avoir des machines virtuelles avec des GPU. À l'inverse, si on fait du test ou des pipelines ou des choses qui n'ont pas besoin forcément toujours de beaucoup de puissance, c'est pas surtout pas besoin de GPU, on peut prendre des machines qui vont être un peu moins chères ou qui sont potentiellement interruptibles comme des machines spot. D'où l'idée, c'est que dans un cluster AKS, on peut avoir plusieurs node pools qui ensuite vont varier sur les gabarits. Donc je vous l'ai dit, on peut avoir du Windows, du Linux. En termes de système d'exploitation, derrière ces node pools, si on a des node pools Windows, ce sera du Windows Server 2019. Si on veut des node pools Linux, par défaut, vous allez avoir de l'Ubuntu. Et il existe également une option pour déployer des node pools en CBL Mariner. C'est pas vraiment encore utilisé beaucoup aujourd'hui, parce que ça fait des années qu'on utilise Ubuntu. Le CBL Mariner est la distribution interne Linux de Microsoft. Et donc on peut s'en servir pour des usages un peu particuliers. Donc sachez qu'il y a une option disponible, elle n'est pas disponible dans les interfaces graphiques, c'est vraiment des options qu'on va aller chercher avec de la ligne de commande ou de l'infra as code. Mais techniquement, on sait également du coup avoir des node pools sur une base de CBL Mariner. Assez récemment, on a annoncé, donc en janvier 2022, si je ne dis pas de bêtises, on a annoncé le support de node pool dit multi-instance GPU. Donc là, c'est assez particulier comme usage. C'est si on a des node pools, des VM
avec des processeurs, des GPU NVIDIA A100, eh bien, on va pouvoir, en fait, splitter, la mémoire et les processeurs de ces A100. Et donc c'est pour ça qu'effectivement on appelle ça du multi-instance. On va faire plusieurs instances au sein d'un même GPU physique. Donc ça ne va marcher effectivement que pour des instances qui ont du NVIDIA A100 Tensor Core GPU. Donc là encore, on est sur des GPU spécialement pour le monde du data center. Et l'idée, effectivement, c'est de pouvoir partitionner en fait le GPU en instances dynamiques en fonction de l'offre et la demande. Et donc, c'est ce qu'on propose directement dans les node pools sur AKS qui vont avoir derrière des VM qui pourront consommer ce genre de choses. Du coup, pour les VM aujourd'hui, le choix est assez réduit parce qu'il n'y a qu'un seul gabarit de VM qui va s'appliquer. Ce sera le gabarit standard ND96 ASR V4. Oui, le nom est long, mais c'est la seule VM aujourd'hui qui propose des Tensor à 100. Et du coup, quand on voudra faire du splitting, découpage entre guillemets de ce GPU en plusieurs instances, eh bien on ira définir des profils. Et donc vous voyez qu'on a des profils qui vont prendre par exemple un septième de la partie processing, un huitième de la mémoire, et puis du coup si on prend ce profil-là, on pourra avoir cette instance, parce qu'on est sur un septième. Et puis là, vous avez tous les autres profils qui vont exister. Et donc quand on créera un cluster Kubernetes là-dessus, on créera un cluster standard, et ensuite on viendra créer en fait un nouveau node pool associé derrière. Donc là ici, vous voyez, on va faire un AZAKS, là on le fait en ligne de commande Azure, on va créer un nouveau node pool, et dans les options qu'on aura, effectivement, on précisera donc la taille, le gabarit de cette fameuse VM, et c'est ensuite qu'on pourra faire passer une information supplémentaire sur le profil GPU utilisé. Ensuite, en termes de scalabilité, sur les node pools, on va avoir deux types de scaling. Donc soit le scaling manuel, c'est-à-dire que vous dites, mon node pool, il a 3 nœuds par exemple, et puis si j'ai besoin d'en faire plus, eh bien je vais venir modifier manuellement, entre guillemets, ou par un pipeline, le nombre de nœuds. On peut également utiliser une mécanique d'autoscaling. Alors l'autoscaling va s'appuyer en fait simplement sur des propriétés que vous connaissez si vous utilisez des services d'infrastructure dans Azure, que sont les VM Scale7, donc les VMSS. Et donc l'autoscaling en fait va permettre du coup d'adapter automatiquement en fait l'offre et la demande, c'est-à-dire en gros la puissance et la taille du node pool par rapport à la demande derrière en termes de ressources pour l'application. Donc, quand on sera sur de l'autoscaling, globalement, on va définir le minimum, la taille minimum du node pool et la taille maximum du node pool. Et ensuite, eh bien, on va avoir de base un profil d'autoscaling. Donc l'autoscaling va vraiment gérer le nombre de nodes. Et puis dans Kubernetes, on a d'autres mécaniques qui s'appellent le HPA qui, eux, vont scaler le nombre de pods. Donc voilà, autoscaling, on peut l'avoir directement en activant ça, alors soit via les lignes de commande, soit via l'interface graphique, ça permet de le faire par l'assistant, et on précisera à chaque fois effectivement le nombre minimum et le nombre maximum de nœuds qu'on peut avoir, et ensuite le système, en fonction des métriques de base, sur les pressions mémoire et CPU, va ajuster la taille, en gros, du node pool. Alors, si on veut aller, donc on a des critères de base qui vont dire, on va regarder toutes les 10 secondes s'il y a besoin de plus de puissance, et puis on va regarder toutes les 10 minutes s'il y a besoin de réduire la puissance. Donc tout ça, en fait, ça se regroupe dans un profil d'autoscaler. Donc on peut faire du tuning de tout ça. Et donc, il est possible en fait de vraiment adapter la mécanique d'autoscaling infrastructure d'AKS directement en allant changer le profil. Et vous voyez que, par exemple, effectivement, je vous ai dit, on réévalue le scale up ou le scale down toutes les 10 secondes, mais il y a plein de paramètres sur lesquels on peut jouer. La liste est assez longue. Ce qui veut dire qu'on peut rendre la mécanique d'autoscaling très agressive ou à l'inverse un peu moins agressive pour certains scénarios. Et donc là, libre à vous ensuite de modifier tout ça. Il y a des valeurs par défaut. Ensuite, si elles ne vous vont pas, vous pouvez effectivement les modifier derrière. Alors un cluster Kubernetes va contenir un certain nombre de nœuds. Et donc du coup, de machines virtuelles qui vont tourner, ça peut effectivement coûter de l'argent. Et donc là encore, dans une approche de FinOps et de réduction du gâchis, il est possible de faire certaines opérations assez intéressantes, comme notamment être sur un mode scale down. Le scale down, en fait, alors ça va être
On est sur une approche où, par l'autoscaling, on peut arrêter des VM. Maintenant, quand on arrête une VM, il y a 2 options. L'option de base, en fait, dans un VM Scale 7, c'est carrément de supprimer finalement la VM qui a été «désallouée» entre guillemets. Néanmoins, si on a un scaling qui est très agressif, ça voudrait dire que chaque fois on va recréer en fait une nouvelle instance, chaque fois qu'on en a besoin, d'une nouvelle pour faire du scale up. Du scale out, pardon, on rajoute des nœuds. Une autre option, c'est de désallouer en fait. Donc ça va coûter un peu plus cher parce qu'en fait, quand on va désallouer une ressource, effectivement, on va plus payer le compute, mais les disques sont toujours là. Donc là, c'est un choix après de se dire quand mon cluster va baisser la voilure, est-ce que les machines sont détruites parce qu'on n'en a pas besoin, on considère que c'est du jetable, ou est-ce qu'on les arrête, auquel cas on continue à payer le stockage sur les disques ou les SSD si par hasard on en a. Une autre option pour réduire la facture du cluster, c'est d'utiliser les mécaniques de start and stop. Donc on peut en fait arrêter un node pool et le démarrer. Donc là c'est intéressant. On peut également faire un scale. Dans les types de scaling, on peut faire un scale de node pool à 0. Ça c'est plutôt assez intéressant. Donc soit effectivement on a un node pool, par exemple avec des GPU, on n'a pas besoin 24 heures sur 24, donc on peut arrêter ce node pool. Soit on peut également avoir des mécaniques qui disent quand notre pool, il n'y a pas d'usage et de workload dessus, et bien automatiquement il va venir scaler à 0, ce qui correspond à peu près à un arrêt, sachant que le scaling effectivement va passer par des allocations de base. Sur notre pool, on peut également faire des snapshots, donc ça c'est assez intéressant, notamment pour lorsqu'on va faire des upgrades ou des montées de version, on veut être certain qu'effectivement on n'ait pas de souci, donc on sait snapshotter un autre pool et en fait on sait surtout en fait du coup réutiliser l'image d'un snapshot à un instant T pour le retester à côté. Donc ça c'est un point pas mal. Et donc tous ces node pools, donc toutes ces machines virtuelles, on va pouvoir les regrouper. Donc alors il y a différentes options de regroupement dans Azure. Le premier est ce qu'on appelle le Proximity Placement Group, où l'idée en fait est de se dire pour des node pools particuliers, pour des machines, on veut qu'elles soient le plus proches les unes des autres, pour des raisons simplement de performance et de latence. On peut également splitter les VM de node pool dans des groupes de disponibilité, des ELT7, auquel cas effectivement les machines vont être dispatchées dans des hyperviseurs différents, dans des serveurs physiques différents, dans des racks différents, dans des salles différentes, voire éventuellement dans des bâtiments différents. Et donc ça vous garantit l'usage le VLT7 vous garantit un SLA de 99-95. On peut également utiliser les ELT zones et dire j'ai un node pool et les VM qui sont dans ce node pool vont être dispatchés sur plusieurs zones de disponibilité. Je rappelle qu'une région Azure se découpe en plusieurs zones de disponibilité qui sont des zones indépendantes en termes de réseau d'électricité et que chaque availability zone contient un ou plusieurs bâtiments data center. Hop. Donc, on vient de voir quoi? On vient de voir le control plane, on vient de voir donc l'équivalent des masters, mais en version managée en service pass. On vient de voir les worker nodes qui sont là où vont tourner en gros les workloads. Comment on va déployer tout ça? Eh bien, on va déployer tout ça par les mécaniques standards qu'on peut avoir dans Azure, à savoir qu'on peut faire un déploiement complètement impératif. Donc, si l'impératif est non reproductible de manière automatisable. On peut le faire par le portail d'Azure. Donc le portail d'Azure, rien d'extraordinaire là-dedans. Il suffit simplement de se connecter à son portail, de venir ici sur la partie Kubernetes et de dire je crée un nouveau cluster. On peut également se positionner ici, taper Kubernetes. Et encore arriver au même endroit, ou simplement dire je rajoute une ressource, et dans les ressources les plus demandées, effectivement, on aura l'Azure Kubernetes Service, cliquez simplement sur Create, et ensuite on suit l'assistant
L'assistant va contenir pas mal d'éléments. Il y a une vidéo sur la chaîne qui montre ça de A à Z. Les assistants évoluent un petit peu parce que fonctionnellement, on a des choses qui arrivent en plus. En gros, on cible l'endroit où on va déployer le cluster. On choisit la configuration de son cluster. On peut avoir des gabarits préconfigurés qui vont être des gabarits, par exemple, de test and dev qui coûtent pas bien cher, optimisés pour le coût, fait pour du batch, durci, etc. Donc là, vous avez pas mal d'options pour vous simplifier la vie pour le démarrage. On donne le nom du cluster, la région, la zone de disponibilité, et puis les versions de Kubernetes, et puis la taille du premier node pool qui sera le node pool système. Là, vous remarquerez ici effectivement que en fonction du gabarit choisi ici, du preset de configuration, j'ai déjà des choses qui ont été mises. On me dit voilà, là on t'a mis l'autoscaling parce que c'est recommandé pour une configuration standard, et là effectivement on a le minimum de nœuds et le maximum de nœuds. Ensuite, une fois qu'on a passé cette première étape, on va configurer le node pool additionnel, puis l'authentification, puis le networking, puis les intégrations. Et ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, enfin dans la vidéo suivante de la brève introduction à AKS, pour parler de ces parties-là en particulier. On peut le faire également en PowerShell. Alors, je vois assez rarement, moi, des gens qui font du PowerShell pour déployer de l'AKS. AKS étant plutôt orienté Kubernetes étant plutôt orienté dans du monde Linux, donc les gens vont plutôt privilégier d'utiliser du bash et la ligne de commande Azure, mais on peut le faire. Là, après, vous avez des documentations qui vous expliquent bien comment le faire, et puis les modules utilisés, les verbes derrière, les commandes lettres, ce seront le new, AZ, AKS, cluster, et puis ensuite on donne derrière le minimum de choses à donner, voire d'autres paramètres. Là, effectivement, c'est la version la plus simple, le ressource groupe, le nom et le nombre de nœuds. En fait, on peut mettre beaucoup plus de choses. Généralement, la plupart du temps, les gens vont utiliser, quand ils font de l'impératif, ni le portail, ni Azure PowerShell, mais plutôt l'Azure CLI. Déjà parce que la plupart des nouvelles fonctionnalités qui arrivent en preview, elles arrivent en général avec des options dans la CLI. Et puis, la CLI contient vraiment beaucoup d'options qui ne sont pas disponibles dans la partie portail notamment. Il y a vraiment énormément de commandes liées à AKS, donc ça va toujours commencer par AZAKS, et là vous remarquerez effectivement que la liste est très longue des choses qu'on peut faire, sachant que pour chacune des commandes, on a encore beaucoup d'autres options, ne serait-ce que pour la partie create. Quand on regarde ici la liste des options disponibles, aujourd'hui il y a beaucoup de choses, c'est d'ailleurs pour ça que je fais une brève introduction en deux parties, parce qu'il y a tellement d'options disponibles que c'est difficile de les faire brièvement en moins d'une heure. On peut bien entendu faire ça de manière déclarative, ce qui est plutôt encouragé. Donc on peut faire des templates ARM, en JSON. Alors du coup, on peut les faire en bicep également. Alors je le mets comme ça parce qu'en fait le bicep derrière génère pour vous, c'est un DSL, mais ça va vous générer derrière pour vous dans la fabrique de l'ARM. Et puis, bien entendu, on peut faire ça avec les outils d'infra as code les plus connus, Terraform pour ne pas le citer, qui est un provider plutôt bien fait, qui est assez à jour. Et là encore, on retrouve les différentes options qu'on va pouvoir avoir. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, la liste, là, vous voyez, effectivement, l'ascenseur est assez long parce qu'il y a plein d'options aujourd'hui dans Kubernetes. On peut le faire également en Ansible, il y a des collections pour ça. Et donc on peut du coup effectivement, là encore on a pas mal d'options pour pouvoir déployer effectivement avec un playbook son cluster AKS depuis l'Ansible. Et puis une fois qu'on a notre cluster qui est déployé, on peut également déployer des workloads à l'intérieur du cluster avec la ligne de commande AZAKS, commande invoke, qui va vous permettre en fait de lancer des commandes directement dans le cluster depuis la ligne de commande Azure. Donc c'est un dérivé de la ligne de commande Azure, mais effectivement vous allez cibler le nom du cluster, le ressource groupe et la commande que vous allez faire passer derrière. Et c'est plutôt pas mal. Donc la commande qui va tourner à l'intérieur, ici ce sera un kubectl ou du Helm pour le package manager. Et ça c'est encore une option qui existe pour déployer des choses si on considère que le déploiement ne doit pas s'arrêter juste à la partie purement infra, mais qu'on doit peut-être rajouter des composants à l'intérieur du cluster Kubernetes pour affiner, je ne sais pas moi, un ingress controller ou des choses comme ça. Voilà, on va terminer cette première partie de la brève introduction à AKS, parce qu'il reste encore pas mal de petites choses, mais qui ferait que ce serait plus une brève introduction. Donc partie 1 terminée, et je vous mettrai le lien pour aller voir la deuxième partie, où effectivement je vais parler du stockage,
du réseau, du monitoring, de l'automatisation et puis peut-être du reste et on verra si on fait une troisième partie, là-dessus. Merci et à bientôt.